souvent j'aime bien critiquer l'autofocus de Panasonic, mais voilà, pourquoi je continue à utiliser Panasonic? Pour ça, il y a bien évidemment beaucoup de qualités dont on va parler dans cette vidéo. Donc, bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil, puisque je ne suis pas dans la Chambre Noire de Goupil, comme tu peux le voir ici. Et ici, on va voir toutes les qualités Panasonic, donc plutôt les trucs qu'ils ont en plus du reste et qui vous fera choisir Panasonic plus que autre chose au final. Donc, un des premiers trucs qui vous comblera, c'est surtout si vous êtes vidéaste et que vous voulez avoir les paramètres d'exposition type Panasonic, à savoir la waveform et les vectorscopes si vous êtes intéressé par ça. Mais moi personnellement, je trouve que le vectorscope de chez Panasonic n'est pas très facile à lire. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. Mais au moins, il y a les waveforms, donc les waveforms qui permettent de vraiment voir correctement son exposition en fonction de toute la scène. Donc c'est comme, si tu ne sais pas, comme un histogramme, mais qui voit vraiment toute la scène et les fluctuations, et qui voit en fait la mesure d'exposition en fonction, par exemple, du profil de couleur. On va voir, par exemple, l'écrêtage des hautes lumières, donc ça te permettra de réexposer si tu veux avoir des hautes lumières qui ne sont pas cramées par exemple, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Et à l'inverse, dans les ombres, ça te permettra de voir tout ce qui passe en dessous d'un certain seuil et qui peut te déplaire si il y a des problèmes de ce côté là. En termes de personnalisation aussi, on a 10 modes custom C3, à savoir qu'on a comme d'habitude une molette PSAM, et donc on a un custom 2, custom 1 aussi, et un custom 3, sauf que le custom 3 il est paramétrable de 10 manières différentes, et donc lorsqu'on est en custom 3, on a un onglet custom qui s'affiche au-dessus du reste, et on peut du coup enregistrer 10 modes custom, et donc c'est vachement pratique en vidéo. Ça me permet par exemple d'avoir plusieurs versions du même type d'enregistrement, par exemple OpenGate comme ici, en facecam ou en vlog, donc avec paramètres d'exposition automatique, par exemple comme ici, et aussi il y en a tellement que je peux mettre un mode directement avec le D-Squeeze anamorphique dessus, et donc du coup c'est encore un intérêt qu'on va avoir chez Panasonic dans les paramètres aussi personnalisables. On a ce petit D-Squeeze qui va être intéressant. Mais revenons du coup la personnalisation de ces menus, ce qui va être un petit peu particulier, à la fois un défaut et une qualité, donc je vais vous en parler pour la qualité que ça peut avoir. Normalement, un boîtier ne se personnalise qu'une fois, et dans tous ces modes custom, il y aura la personnalisation photo et vidéo. Le Panasonic S5 Mark II, S5 Mark II X ne marche pas comme ça. Peut-être que le S9 ne marche pas comme ça non plus, mais en gros, vous pouvez avoir une personnalisation de touche par mode custom. Donc ça a une qualité, et c'est pareil pour le menu Q, donc ça a cette qualité de pouvoir programmer exactement ce que vous voulez. Mais ça a aussi le petit défaut si vous avez un paramètre que vous devez changer et que vous voulez que ce soit partout sur tous vos... Hop, peut-être... Non, c'est pas possible. Hop. Et vous voulez que ça se retrouve sur absolument tous vos customs, et bien vous allez être obligé de reprogrammer tous vos modes custom à la main à chaque fois et les réenregistrer. Donc c'est pour ça que, surtout en ce moment, ça m'arrive d'avoir mon appareil, parce qu'en ce moment j'ai testé la stabilisation high, donc c'est très intéressant, donc je l'ai mis dans mon menu Q, sauf que j'ai eu la flemme de le mettre partout. Donc par exemple, quand je suis en OpenGate ici, je suis obligé de le rechercher dans les menus, alors que j'ai remis dans le menu Q sur un autre, et donc vous devez faire ça 10 fois. Voilà, donc c'est un exemple, mais donc à chaque fois que vous penserez à une nouvelle ergonomie plus intéressante à utiliser sur votre boîtier, par exemple si un jour il y a une nouvelle fonction qui est incluse sur le S5 Mark II X ou S5 Mark II, et ben vous serez obligé à chaque fois, si c'est programmé sur une touche, de reprogrammer la touche. Donc voilà, c'est un truc un petit peu dommage je trouve. Puis voilà. Est-ce que tu exposes pour mon visage? Ouais, ça a l'air, mais la luminosité de l'écran, comme en fait elle s'accorde automatiquement, c'est un petit peu étrange. Donc si ça vous intéresse, la luminosité de l'écran du S5 Mark II et Mark II X peut s'ajuster automatiquement, mais je trouve pas que ce soit très pratique.
parce qu'elle s'ajuste surtout pour pas que vous vous cramiez les yeux, donc c'est pas forcément très utile pour exposer, donc moi je vous conseillerais de le mettre en manuel. On ne veut pas parler de ça. Bien évidemment, le gros éléphant dans la pièce, ou the elephant in the room, on va dire ça comme ça. Des intérêts du Panasonic S5 Mark II X, c'est du plein format OpenGate 6K à ce prix-là et avec les capacités que vont avoir le S5 Mark II et surtout le S5 Mark II X, parce que en fait vous avez tous ces types de formats, à savoir que le S5 Mark II a l'OpenGate, le 4K, 60 images par seconde en APS-C, le cinéma 4K, voilà, plein de trucs. Sauf que ce qui va être un petit peu dommage sur le S5 Mark II, c'est qu'on n'a pas tous ces modes All-Intra qu'on va avoir sur le S5 Mark II X. Et sur les deux, on peut avoir le RAW, mais il est deux séries sur le S5 Mark II X en sortie sur le Blackmagic Video Assist. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo un jour dessus, mais le RAW, ça me fait un petit peu peur parce que ça va prendre une place énorme, mais je vous ferai cette vidéo, rassurez-vous. Sauf que du coup, sur le S5 Mark II, eh ben, il faudra payer cette mise à jour pour faire du RAW. Mais vous pouvez quand même le faire aussi. Et donc, du coup, vous aurez accès en externe à certains modes du 6K, qui ne sont pas tous là. Et puis, voilà, vous avez aussi sur le S5 Mark II X, sur un enregistreur externe, et vous avez la capacité d'enregistrer, sur un enregistreur externe, non, en interne, mais sur un SSD, faut bien faire la différence. Et bien, vous avez bien évidemment cette capacité de pouvoir enregistrer absolument n'importe quoi. Photos, vidéos, donc si vous voulez enregistrer beaucoup de photos, vous pouvez directement les balader plus vite sur votre PC et avoir un débit qui est plus rapide, c'est ça l'intérêt du SSD lorsque vous les chargez sur votre ordinateur. Mais aussi du coup la capacité d'avoir du ProRes HQ et du ProRes 422. C'est dommage de ne pas avoir le LT, ça aurait été celui que j'aurais utilisé par défaut si il avait été là, mais Panasonic a préféré mettre son propre mode All-Intra qui s'enregistre sur des cartes SD, qui est vraiment très intéressant sur les Panasonic. Donc voilà, on a tous ces formats et en plus on a aussi, grâce à l'OpenGate, la capacité de faire de l'anamorphique et donc on a un mode APS-C spécifique, donc un 3,3K pour reproduire de l'anamorphique 4 tiers. Donc c'est un petit peu dommage qu'il ne nous ait pas donné plusieurs options de taille pour s'adapter à différentes optiques anamorphiques parce que là lorsqu'on regarde, je ne sais pas pourquoi Panasonic a fait ça, lorsqu'on déstretch, on n'a pas du 4K natif en horizontal, ça sera forcément de l'interpolation. Peut-être que Panasonic s'est dit que ça ne serait pas un problème, mais en théorie on n'est pas censé faire ça. Comme l'anamorphique pose quand même des problèmes de définition puisque ça n'a pas été fait pour du numérique, on a toujours de l'interpolation, on essaie quand même d'avoir plus de pixels sur son format que le rendu à la fin lorsque on déstretch en anamorphique et qu'on étire les pixels. Fais un coup de ça, alors je soupçonne le verre derrière de perturber un petit peu, après si c'est dans le flou peut-être que ça ira mieux, voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Et puis le problème de faire ça tout le temps, voilà, c'est problème des filtres, des profils, c'est que si on était rigoureux, on en ferait à chaque pourcentage de ND, chaque optique, chaque situation lumineuse. Ça devient un petit peu compliqué. Du coup, vous l'avez vu, on a vraiment beaucoup de choix et on peut s'y perdre au final. Donc voilà. Donc je vais arriver. Ce qui est intéressant avec le Panasonic, c'est qu'ils ont compris ça chez Panasonic, que ce serait un petit peu compliqué à comprendre ça d'une certaine façon. Donc vous avez plusieurs listes. Donc vous avez votre liste de base, vous pouvez créer à l'intérieur une liste de personnalisée avec 7, je crois, vidéos, codec vidéo différents, donc codec plus nombre d'images par seconde, format, tout ça. Donc ça c'est vraiment très bien. Et en plus, si vous êtes un petit peu à pas vouloir toujours aller faire toute la liste, puisqu'il y a vraiment énormément de formats, en plus il y en a plein aussi en fonction des fréquences, 60 Hz, 50 Hz et 24 Hz, donc 59,94 Hz. Et du coup, on a en plus, donc ça je vais redonner, on va rendre à César ce qui est à César. C'est Monsieur Caméra qui indique ça dans une de ses vidéos, donc je vais vous la mettre ici. C'est le fait de pouvoir choisir dans
l'onglet de liste, en fait, ce qu'on veut, en fait, on va checker, genre si on veut du format MOV, du format MP4, si on veut avoir du All Intra, du Longop, plein de choses dans le genre, et donc en fait la liste se réduit, et donc on peut personnaliser sa liste comme ça, en n'ayant pas à faire défiler tout son truc partout. Et moi je vais vous donner une astuce que je trouve très intéressante sur le Panasonic. Vous pouvez vous dire, ouais, mais moi j'ai ma liste perso, mais il n'y a pas assez d'onglets, et enfin il n'y a pas assez de possibilités dedans. Et bon, moi ce que je fais, c'est que dans mon menu Q, en fait, je mets à la fois la liste personnalisée et la liste générale. Et vous allez dire, bah, c'est un petit peu compliqué. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez sur les sets les plus intéressants que vous avez, donc prenez par exemple un 6K, un 4K, un 4K APS-C, le 3,3K et un 1080. J'espère qu'il y a assez de place. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre la liste standard. Donc en fait, quand vous allez dans votre liste perso, vous sélectionnez à peu près, par exemple, si vous voulez 4K 60 et que vous avez 4K 24, vous mettez 4K 24 et vous allez sur la liste d'à côté et vous allez vous retrouver toujours à 4K 24, du coup 4K 60 est juste à côté, enfin après 30, mais vous voyez l'histoire. Vous arrivez dans la liste générale à l'endroit où vous avez sélectionné votre profil de votre liste personnalisée. Donc c'est un petit peu plus rapide pour sélectionner des profils à mon avis. Mais voilà, c'est quelque chose, une possibilité qu'a Panasonic qui est vraiment très très intéressante de ce côté-là. Alors ça, c'est une capacité qui, dans le temps, deviendra peut-être un petit peu moins intéressante, mais c'est la capacité d'avoir, comme on est à du MOV et du MP4, par exemple, voilà, beaucoup de gens trouvent que le MOV est mieux, mais avec, en fait, le MOV et le MP4, c'est pratiquement la même chose, donc j'en ferai peut-être une vidéo. Mais le MOV intègre directement le LPCM, alors que le MP4, il n'y a que Sony, à ma connaissance, qui a poussé le format pour faire du LPCM, à tel point qu'au départ, les logiciels de montage n'étaient pas compatibles avec le MP4 LPCM. Donc, si vous ne le savez pas, le LPCM, c'est une compression audio, enfin, une absence de... C'est une façon de coder la vidéo, enfin l'audio dans la vidéo, je vais y arriver, qui est non compressé. Et le AAC sera compressé. Donc en fait, on obtient, pour l'instant, peut-être quand on aura les 32 bits un jour, on a 24 bits, mais potentiellement on pourrait avoir 32 bits dessus. Mais du coup, ça donne l'enregistrement, la capacité maximale en termes de bits, à savoir que du coup, ça permet d'enregistrer sur une bande plus large, donc de un petit peu saturer un peu plus sans avoir de problème. C'est là où le 32 bits sera absolument génial. Et par contre, le AAC est à 16 bits. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme on a le MOV directement, contrairement à Sony où il faudra directement avoir le XLR K3M, donc un module qui est équivalent à ce que peut avoir Panasonic pour avoir les 4 pistes audio et du XLR directement sur le boîtier. Même lorsque vous êtes sur du Jack 3.5, vous avez le 24 bits qui est disponible. Même si ce sera moins qualitatif, vous avez quand même cette capacité, ce qui est loin d'être le cas sur les autres appareils photo. Donc on peut avoir du MOV H265 LPCM 24 bits, qui est quand même vachement intéressant sur les Panasonic. Donc une chose où j'en ai pas parlé sur Sony, c'est dommage, mais c'est vraiment très très bien, c'est le mode SNQ, donc qui va vous permettre de faire de la vidéo accélérée et ralentie. Ce qui est intéressant sur le Panasonic comme chez les Sony, c'est qu'on a tous les codecs qui vont être disponibles, à part le 180 images par seconde, mais ça c'est autre chose. On va avoir pratiquement tous les codecs qui vont être disponibles en vitesse réelle, donc HD 120 et 4K 60. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire du speed ramping. Mais le cas échéant, si vous voulez du ralenti direct, vous avez ce mode SNQ qui vous permet directement de faire du ralenti direct, mais aussi de l'accélérer. Donc vous pouvez faire mon mode préféré dans les appareils photo, de l'hyperlapse, mais l'intérêt que va avoir les Panasonic et les Sony, c'est dommage chez Panasonic, on est obligé juste de le faire en APS-C, c'est d'avoir cette capacité de faire du ralenti et de l'accéléré non time-lapse, parce que l'intérêt que ça va avoir, c'est que ça reste de la vidéo, donc avec la capacité d'avoir le Vlog directement dessus, contrairement à du time-lapse qui aura juste en fait un format photo JPEG remis en vidéo, ce que je trouve personnellement beaucoup moins intéressant. Donc on a ça ici, même si c'est un petit peu moins intéressant que Sony parce qu'on est obligé de le faire en APS-C, donc être obligé de, si on veut le faire, si on a l'habitude du plein format, de se reculer un petit peu avec son optique. J'ai dû changer de batterie, donc bien évidemment que j'étais revenu en mode high de stabilisation, ce que je voulais pas. Là, je suis en mode standard. Et donc, du coup, le dernier truc dont je vais parler, c'est bien évidemment cette... Voilà. Attends, voilà. Non. Oui, non. On va fermer notre ouverture. Voilà. On est mieux comme ça. Et donc, la chose
l'aspect où pour moi on choisit Panasonic est vraiment le truc le plus intéressant et qui fait que même si j'ai des fois des petits griefs à Panasonic, hein, parce que c'est ça le problème de tester plein d'appareils photo, c'est pour ça que je ne vous le conseille pas, c'est que vous n'appréciez pas ce que vous avez, vous détestez ce que vous n'avez pas. Mais s'il y a bien une qualité à retenir de chez Panasonic, c'est cette stabilisation. D'ailleurs, du coup j'en ai deux à rajouter puisque il y avait autre chose, puisque souvent je ne parle pas de la photo alors qu'il y a plein de choses intéressantes chez Panasonic en photo, donc il y aura d'autres choses à rajouter. Une autre chose intéressante chez Panasonic, c'est cette stabilisation, la meilleure. Hein. Clairement, si vous voulez de la stabilisation, n'allez pas plus loin, achetez Panasonic, c'est vraiment la chose qui vous fera choisir Panasonic. Moi j'ai souvent des griefs envers Panasonic. C'est parce que je teste plusieurs types d'appareils photo. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vous le conseille pas. Hein. Si vous voulez aimer les qualités d'un appareil, restez sur une marque parce que sinon, vous allez finir par juste détester ce que l'appareil photo n'a pas par rapport à d'autres, ce qui est un petit peu dommage hein, pour apprécier notre belle pratique de la photo et de la vidéo. Mais là, je suis en mode standard pour pas trop cropper sur le 28 mm 1.8 Canon. Et vous voyez que ça marche quand même déjà très bien. On a ce petit problème de wobbling en grand angle, mais voilà, ça marche quand même vachement bien et il faut saluer Panasonic pour ça. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, hein. Vous l'avez vu dans beaucoup de mes vidéos, lorsqu'on repasse chez Sony, c'est le seul truc que je trouve dommage par exemple sur la FX30, c'est que la stabilisation est pas terrible du tout. Après ça c'est une chose à voir si ça arrive sur le S5 II et S5 IIX. Alors si dans les commentaires quelqu'un me dit mais on l'a sur le S5 II, ce sera vraiment bien, c'est le nouveau truc du S9 et c'est ce zoom hybride. Parce qu'on a cette chose qui a été introduite par Sony qui ont fait un de ces gros atouts technologiques qui est le Clear Image Zoom, donc qui permet un crop de 1.5 sans perte vraiment visible, on perd quand même un petit peu de piqué dans le pour ça. Et on a un petit peu la même chose maintenant chez Panasonic, sauf que eux, ils ont eu l'intelligence de pouvoir le stacker sur le zoom de votre optique. Donc quand vous avez une optique à zoom, vous pouvez avoir un crop de 1.5 en plus qui s'active, donc vous pouvez avoir vos focales standards et après zoomer, parce que c'est pas juste un crop en plus dessus, bien que ce soit très intéressant de l'avoir. Vous pouvez, parce que c'est là où c'est plus intelligent que Sony, hein, c'est que vous pouvez avoir votre grand angle qui reste grand angle et avoir un apport graduel de ce crop en plus qui va vous apporter quelque chose d'intéressant en vidéo. Et ça, c'est vraiment très cool. Une chose dont je n'avais pas parlé sur cette nouvelle stabilisation Eye qui est vraiment exceptionnelle chez Panasonic, c'est cette capacité à utiliser des optiques APS-C dessus directement en open gate. Donc vous pouvez avoir de l'open gate pour par exemple utiliser des optiques anamorphiques en APS-C. Le mode Eye, c'est presque du crop APS-C. Donc le cercle optique est pratiquement le bon pour faire des optiques APS-C. Donc voilà, c'est ça que sera dommage, hein, c'est que c'est la meilleure stabilisation qui existe. Bon, je n'ai pas testé celle du ZV1, mais je pense que c'est mieux. Et en plus, du coup, là, vous pouvez avoir le mode APS-C, sauf que le problème, c'est bien évidemment que vous êtes du coup plus en plein format, et ce sera un des gros défauts de cette stab qui rendra toujours, bien évidemment, un gimbal utile, hein, parce que je le rappelle, c'est pas du tout la même façon de stabiliser, donc ça a quand même toujours un intérêt, un gimbal. Et Panasonic, bien que j'ai plein de reproches à leur faire en photo, parce que comme d'autres diraient, on sent quand même que c'est des boîtiers clairement tournés vidéo, ils ont quand même certaines choses en photo, donc il devrait être un petit peu mieux intégré sur des boîtiers plus faits photo, hein, parce que pour moi, un S5 II et S5 IIX, c'est intéressant d'avoir cette pré-rafale en RAW avec ses 30 images par seconde, mais soyons clairs, hein, ce ne sera jamais le boîtier pour que ce soit efficace, et c'est juste la chose un petit peu dommage dessus, c'est que vous avez des capacités d'appareil photo professionnel, voire même de très pro, hein, puisqu'il n'y a que sur le A9 III qu'on a ça. Sauf qu'au final, vous avez le rolling shutter, vraiment un des plus mauvais qui existent, pas aussi mauvais qu'un A7 IV, mais on n'est pas loin, donc voilà. Et utiliser ça en APS-C, ça vous reviendra à avoir un capteur de 11 millions de pixels, donc voilà. Mais c'est une capacité qui est là, et donc au moins vous pouvez partir chez Panasonic en vous disant, éventuellement, s'il y a un prochain boîtier qui l'a, ou attendre hein, tout simplement, cette capacité est là et c'est quand même vraiment très intéressante. Par contre, si vous voulez
la stab, c'est pas en photo que Panasonic brille le plus. Pour finir, on finit par un paramètre photo, puisque j'ai commencé par plein de choses en vidéo. Bien évidemment, tout ce que j'ai dit pour la personnalisation et tout ça, ça marche aussi en photo. Donc si vous voulez 10 choses personnalisées en photo, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a ce paramètre, ce type de photographie assez magique qui est le mode haute résolution. Donc je ne sais pas si pour l'instant, il faudra que je recommence, mais de ce que je sais pour l'instant avant, les modes haute résolution moyenne, eh ben, ça ne fonctionnait pas sur Lightroom, donc il n'y a que le mode super haute définition qui marche. Mais voilà, on peut avoir un mode haute définition qui marche exceptionnellement bien à main levée en plus, et en plus à main levée avec la stabilisation, parce que moi avant je faisais déjà à main levée sans aucun problème. Maintenant la stab rend ça vraiment très intéressant. Donc ça vous donnera directement une image plus piquée, et l'intérêt que ça a et que certaines personnes n'ont pas vu, c'est que c'est mieux dans certains cas, attention, pas en photo sportive ou quoi que ce soit, ce ne sera pas l'enjeu ici. Et ben c'est que comme c'est du stacking de pixels, et ben vous pouvez avoir une optique relativement pas forcément faite pour de la haute définition et avoir un résultat de haute définition comme sur une optique de haut de gamme, par exemple comme si vous aviez les derniers GM sur le capteur 60 millions de pixels de la 7R5, parce que c'est juste une copie de photo. Donc en gros ça garde la définition de votre 24 millions de pixels sur la photo de 24 millions de pixels, et donc ce sera la même qualité mais en beaucoup plus gros. Donc c'est ça le gros intérêt de la photo haute def, c'est que vous aurez quand même votre qualité native avec quelques petits artefacts possiblement, mais le piqué n'en sera pas entaché parce que c'est un stacking de photos. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. S'il y a des choses que j'ai oubliées, vous pouvez toujours les mettre en commentaire si vous voulez en parler, voilà, quoi que ce soit. J'ai pas forcément mis, comme j'avais mis chez Sony, les couleurs. Ça marche plutôt bien, mais moi j'ai eu beaucoup plus de mal à avoir un résultat correct chez Panasonic. Pas que ce soit mauvais, mais je trouve que la saturation, il y a quand même des choses à revoir un petit peu Panasonic dessus, et voilà. Parce que souvent les profils Pana, il faut les rabaisser un petit peu, c'est un petit peu trop puissant. Et puis voilà, donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.